Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que vous allez bien, que vous avez bien apprécié le premier épisode. On va dire qu'il pose les bases sur notre compréhension de ce qu'est la conscience et l'âme et comment on pourrait éventuellement, théoriquement, copier-coller, on va dire, une conscience dans un autre corps. Donc là, maintenant, dans cette section numéro 3, donc c'est le deuxième épisode, on va parler donc des technologies actuelles et avancées pour essayer de continuer un petit peu dans cette compréhension que j'essaie de vous partager, on va dire, sur le transfert de la conscience humaine. Donc, pour envisager le transfert de la conscience humaine dans un programme informatique, il va être nécessaire de s'appuyer en fait sur des technologies existantes tout en anticipant en fait les avancées futures. Le projet, en fait, il va nécessiter une convergence de plusieurs domaines de recherche, je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode, dont l'intelligence artificielle, la neurobiologie, l'informatique quantique et aussi les interfaces cerveau-machine. Donc il y a chaque technologie en fait que je vais énumérer ou que je vous ai déjà énuméré, elles joueront de toute façon un rôle crucial dans la réalisation de ce qui pourrait être l'un des plus grands exploits scientifiques de l'humanité. Alors, concernant l'IA et la modélisation du cerveau, c'est sans doute le domaine le plus avancé en termes de modélisation de la conscience. Les systèmes d'IA modernes, tels que les réseaux neuronaux artificiels, sont vraiment capables de simuler en fait certaines fonctions, pas toutes, mais certaines fonctions cognitives humaines, comme la reconnaissance de formes, la prise de décision, l'apprentissage autonome euh, et l'apprentissage profond. Mais bon, ces systèmes, pour l'instant, ils ne sont pas encore capables vous voyez, de reproduire réellement la conscience humaine dans sa totalité, quoi. Ce qui est normal, de toute façon, puisqu'on n'a pas les moyens informatiques pour modéliser tout ça. Donc, l'une des initiatives les plus ambitieuses dans ce domaine, c'est le projet de modélisation complète du cerveau humain. Il y a des initiatives comme le Human Brain Project en Europe ou le Brain Initiative aux États-Unis qui visent à créer des modèles numériques qui sont vraiment très 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 détaillés des structures et des fonctions cérébrales. C'est très intéressant, j'ai regardé quelques vidéos et quelques images, c'est quand même assez impressionnant. Et ces projets, en fait, ils reposent donc sur une cartographie détaillée des connexions neuronales et le connectome, on appelle ça, qui en fait est essentiel pour comprendre comment les circuits neuronaux ils donnent naissance à la conscience. Alors, ces projets, ils sont encore loin d'atteindre forcément l'objectif ultime que je parle depuis le début, mais ça progresse beaucoup et très rapidement. Donc la compréhension fine de cette connectivité cérébrale qui est combinée en fait avec la puissance croissante des superordinateurs, ça pourrait jouer et un rôle très important dans la simulation des aspects de la conscience humaine, quoi. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, notre cerveau humain, il est doté d'une mémoire, si je peux dire, quasi infinie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais donc déjà, il va falloir des ordinateurs quantiques parce qu'il va falloir avoir une puissance de calcul qui est complètement en fait différente des ordinateurs qu'on a actuellement, où ça demande beaucoup d'espace, beaucoup de place, beaucoup de puissance, d'énergie. Et peut-être que les superordinateurs quantiques pourront résoudre ce problème en fait d'énergie et de calcul. Ouais. Parce que, comme je vous l'ai dit, la conscience humaine est très complexe et remplie d'informations. Et donc pour connecter déjà toute la conscience dans un programme, et il faut que le programme lui-même soit capable de se connecter à la conscience et d'en faire une arborescence, une architecture et de visualiser un petit peu tout ce qu'il faut mémoriser comme un ordinateur. Donc c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Mais ça reste quand même néanmoins possible puisque dans quelques épisodes que je vous avais déjà parlé, de toute façon, les superordinateurs les plus puissants du monde, ils font des choses que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. C'est des milliards de calculs en même temps. Euh, c'est juste pas compréhensible. Et puis de toute façon, j'en avais déjà parlé aussi dans d'autres documents, dans d'autres vidéos, dans la playlist des documents confidentiels et classifiés, comme quoi l'armée en fait avait quasiment 25-30 ans d'avance par rapport à nous. Donc forcément, imaginez que ce que vous voyez à la télé ou ce que vous apprenez, c'est juste, vous avez juste 30 ans de retard, quoi. Si vous voulez vraiment vous mettre à la page, il faut faire partie de l'armée, de l'élite,
et de connaître un petit peu tous ces modèles. Bref, c'est très compliqué. Allez, poursuivons. Allez, continuons maintenant cette partie donc, où je voulais un petit peu plus préciser, pour vous donner vraiment une idée de ce qu'est ou de ce que peut représenter en fait la capacité de stockage du cerveau humain. Donc un petit aperçu numérique. Vous allez voir quand même que c'est pas évident à comprendre comment on arrive à calculer un petit peu, à comprendre un petit peu comment il peut contenir autant d'informations. Donc je vais essayer d'être le plus explicite, mais c'est pas facile d'expliquer. En gros, le cerveau humain, c'est une machine biologique extrêmement complexe. Elle est capable de traiter et de stocker des informations de manière très efficace, hein. Et bien qu'il soit difficile de mesurer exactement la quantité d'informations que le cerveau humain il peut contenir, les chercheurs en fait estiment que le cerveau il a une capacité de mémoire qui équivaut à peu près à 2,5 pétaoctets. Donc c'est environ 2500 téraoctets de capacité de stockage, ou environ 2,5 millions de gigaoctets. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la quantité d'informations qu'il peut mémoriser. Et donc pour donner un exemple concret, imagine que ça représente environ 300 ans de vidéos en haute définition, non-stop. Voilà. Le cerveau, en fait, il pourrait théoriquement stocker 300 ans de vidéos en haute définition. Donc c'est un chiffre quand même, je pense que vous allez acquiescer, c'est un chiffre colossal comparé à la mémoire d'un ordinateur moderne ou même des systèmes de stockage de données professionnels que l'on connaît. Et donc ça nous amène à parler de comment le cerveau en fait il gère cette information. Et vous allez voir que ça parle ça ramène un petit peu à l'IA, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, il y a un petit peu de toutes ces fonctions un petit peu qui permettent de garder en fait le plus précisément les informations les plus utiles. Le cerveau il est vraiment fait pour ça en fait. Donc c'est comme ça en fait qu'il permet d'économiser entre guillemets un peu d'espace. Et en plus il est intelligent puisqu'il il garde vraiment les choses les choses concrètes, celles qu'on a réellement besoin et pas forcément tout. Voilà. Le cerveau en fait il agit pas donc comme un disque dur classique. Il stocke pas simplement en fait des informations sous forme de bits ou d'octets, mais il organise les données de manière extrêmement efficace à travers des réseaux neuronaux. Et donc il crée des associations et des connexions en fait entre différentes informations. Et en plus de cette capacité de stockage brut, le cerveau en fait il est également très performant dans la gestion et la réorganisation des informations. Et du coup ça le rend plus efficace, beaucoup plus efficace qu'un simple dispositif de stockage numérique. Il peut oublier, par exemple, certaines informations jugées inutiles, et du coup, ça libère de l'espace pour des données plus pertinentes. Il est également capable de généraliser, de regrouper les informations similaires, et d'effectuer aussi des calculs et des décisions en parallèle, à une échelle que même les ordinateurs encore peinent à imiter de nos jours. Donc le cerveau humain, déjà, pour essayer de copier la conscience humaine, là déjà, à ce moment-là de la vidéo là, vous comprenez que c'est quasiment pas possible pour l'instant, quoi. À moins qu'on nous mente sur certaines technologies, mais j'y crois pas trop. Faisons une petite comparaison quand même avec la mémoire informatique. Combien de mémoire en fait il faudrait pour simuler un cerveau? Et ça aussi c'est une bonne question. Donc si on voudrait simuler un cerveau humain dans un ordinateur, il faudrait non seulement donc une quantité de stockage énorme, je pense que ça vous l'avez compris, et aussi une puissance de calcul considérable. Donc je vais essayer de faire une petite comparaison avec vous pour mettre en perspective les besoins en mémoire pour une simulation cérébrale complète. Déjà, parlons de capacité de stockage nécessaire. Donc, comme mentionné, le cerveau humain il est estimé à environ 2,5 pétaoctets de stockage. Donc, comparé à un disque dur standard, ça représente environ 50 000 fois la capacité d'un disque dur d'un ordinateur moderne de 50 gigas ou 500 disques durs de 5 Tera. Bref, vous comprenez le principe. Ensuite, il y a la puissance de calcul requise. Donc, en plus de stocker les données, simuler un cerveau humain en temps réel, ça nécessite quand même des systèmes capables de reproduire des interactions neuronales très complexes. Chaque neurone en fait du cerveau humain, il est connecté à des milliers d'autres neurones, qui forment donc un réseau très dense. Un ordinateur capable en fait de simuler ces interactions, il aurait forcément besoin de traiter des milliards de connexions en temps réel. Et la simulation d'une seule seconde d'activité cérébrale, ça pourrait nécessiter plusieurs pétaflops. Donc là, c'est des milliards de calculs par seconde, de puissance de calcul. Donc voilà.
Donc pour donner un exemple concret, le superordinateur japonais qui a été utilisé pour simuler 1 seconde d'activité cérébrale, il l'appelle K. Il a fallu 40 minutes pour réaliser la simulation. Et le superordinateur K, il est capable d'effectuer environ 10 pétaflops de calcul par seconde. Donc comparé voilà, il faut effectivement, comme on l'a dit, la simulation d'1 seconde d'activité cérébrale pourrait nécessiter plusieurs pétaflops. Pétaflops, donc des milliards de calculs de secondes de puissance de calcul. Sachant donc que le superordinateur japonais K, lui, il a simulé 1 seconde. Et il y a fallu 40 minutes. Voilà, c'est vraiment... on est encore très loin. Et donc le superordinateur K, il est capable d'effectuer donc environ 10 pétaflops de calcul par seconde. Donc ça montre que même avec les technologies qu'on a actuellement, la simulation d'un cerveau complet, elle reste extrêmement difficile et coûteuse en termes de ressources informatiques et puis énergétiques aussi. Donc j'ai voulu faire une petite intersection là-dessus dans cet article pour vous faire une petite comparaison. Et je pense que ça c'est pas mal pour un peu mieux comprendre en fait les défis qu'on va avoir à surmonter pour la suite, quoi. Alors, concernant les défis qui sont liés au stockage de la conscience. Quand on parle de simuler un cerveau humain, en fait, ça se résume pas donc à stocker des données, comme on le ferait pour un fichier sur un ordinateur. La conscience humaine, elle implique aussi des processus cognitifs dynamiques, des interactions neuronales complexes et des réactions chimiques. Tout cela, en fait, ça nécessite bien plus qu'une simple équivalence en octet, bien sûr. C'est pas juste un programme, c'est... en gros, par exemple, un ordinateur, il pourrait avoir suffisamment de mémoire pour stocker toutes les données brutes d'un cerveau, ça on peut le faire. Mais par contre, il faudrait également une puissance de traitement phénoménale pour recréer l'activité dynamique de ce cerveau. Et qu'on n'a pas du tout. On n'y est pas du tout. Donc vous comprenez que au niveau stockage, on est bon, mais au niveau calcul et puissance de calcul et technologie, on n'est pas du tout bon. On est carrément très loin. Donc si on voulait créer une machine capable de stocker et de simuler une conscience humaine complète, on aurait besoin d'une infrastructure très complexe informatique qui est composée de plusieurs milliers de superordinateurs qui travaillent en parallèle et combinés donc à des systèmes de stockage qui sont capables de gérer des pétaoctets de données tout en assurant un accès rapide et flexible à ces informations. Bref, pour la faire simple, pour l'instant avec la fibre optique, on est capable quand même de déplacer un certain nombre de données à la seconde. Mais vous comprenez que là, on parle en pétaoctets, donc c'est pas des gigaoctets. Donc là, effectivement, on est très loin encore de ce qu'on est capable de faire, mais au niveau des matériaux, on s'y rapproche. Donc, prochainement, dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'on aura inventé un matériel qui permettra de le transfert de données bien plus efficacement. Allez, concluons un petit peu sur la comparaison donc, de la quantité de stockage qu'il faudrait donc, pour stocker toute la conscience humaine et la technologie nécessaire en fait, pour faire simuler en fait, ce cerveau. Alors, la mémoire et la puissance de calcul nécessaires donc, pour simuler entièrement le cerveau humain, comme je vous l'ai dit, dépassent largement les capacités des ordinateurs personnels et même des superordinateurs modernes. Mais bon, je ne parle pas de l'armée là, pour l'instant. Donc si on compare un cerveau humain à un ordinateur, on pourrait dire que le cerveau est une machine, c'est une machine extrêmement optimisée. Elle est capable de traiter et de stocker des informations de manière bien plus efficace que n'importe quel système numérique actuel. Simuler un cerveau humain avec des technologies actuelles, ça nécessiterait donc une infrastructure de plusieurs pétaoctets de stockage et des puissances de calcul de plusieurs pétaflops. Donc je pense que vous avez compris, et ce qui dépasse donc les capacités de la plupart des systèmes informatiques, de la plupart des systèmes informatiques actuels. Pardon, je suis un peu enrhumé. Mais comme je le dis dans la phrase, c'est la plupart des systèmes informatiques actuels. Ça veut dire qu'il y a quand même des systèmes qui le font. Mais il y en a très peu, ou alors ils sont privés, ou c'est militaire. Donc je vous dis, pour l'instant, on n'en a pas connaissance, publiquement. Bon, avec les avancées en informatique quantique et l'intelligence artificielle, ces défis, ils pourraient devenir donc bien plus gérables dans les décennies à venir, et ça va nous rapprocher donc de la possibilité de simuler cette fameuse conscience humaine. Et donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit peu cette comparaison pour vous donner un peu la perspective concrète de l'immense défi technique que représente le transfert de conscience et puis la simulation d'un cerveau humain complètement,
très complet, tant en termes de stockage d'ailleurs qu'en termes de puissance de calcul. Et voilà. Et là, c'est cool parce que ça nous amène donc à l'interface cerveau-machine, donc l'ICM. Et là, vous allez voir que c'est vraiment très très intéressant. Et il y aurait beaucoup à dire. Alors, j'ai pas encore effectivement réfléchi réellement dessus, mais c'est vrai que quand j'ai créé l'article, si l'être humain, en fait, donc le cerveau humain est capable en moyenne de stocker 300 ans de vidéos en HD, ça veut dire que donc il est capable de stocker donc 300 ans de stockage de données. Si l'être humain lui-même donc vit en moyenne, pour simplifier, parce que sinon ça va être compliqué, parce que j'ai pas encore réfléchi dessus, mais s'il vivait 100 ans, ça veut dire qu'il lui reste 200 ans en fait de mémoire qui n'est pas utilisée, puisqu'il va vivre tous les jours, l'être humain, comme nous, et du coup, il va mémoriser tous les jours, donc quand il dort, quand il se réveille, quand il travaille, machin. Et voilà, ça lui fait, on va dire, 100 ans, donc il lui reste 200 ans de stockage qui n'a pas été utilisé encore. Vous comprenez? Donc du coup, on pourrait imaginer que ces 200 ans de stockage qui n'a pas été utilisé, que je mesure en termes de temps, mais pas en termes de stockage, parce que je n'en ai aucune idée. Mais on pourrait peut-être se poser la question de savoir peut-être que ce stockage est utilisé pour autre chose pour notre cerveau. On parlait de conscience, d'âme, et puis aussi après il y a l'aspect biologique. Donc peut-être que le cerveau humain en fait divise divise sa partie de stockage pour essayer de gérer en fait toutes les parties différentes de notre esprit humain, de notre corps humain, de notre biologie humaine. Vous voyez? Donc je dis une bêtise, mais peut-être que effectivement on a 100 ans qui est dédié au stockage de la vie, et puis vous avez 50 ans ou 100 ans qui est dédié à la conscience ou à l'âme. Bref, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais faire quelques recherches et je vous en parlerai. Allez, continuons maintenant sur l'interface cerveau-machine, donc l'ICM. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est un très bon sujet. Les interfaces cerveau-machine, donc, elles constituent un autre domaine clé pour le transfert de conscience, du moins à court terme. Ces dispositifs, en fait, ils permettent de créer donc des liens directs entre le cerveau humain et les machines. Donc ça ouvre la voie donc à une interaction bidirectionnelle. Les ICM en fait actuels, ils sont principalement utilisés dans des applications médicales, telles que les neuroprothèses, qui aident les personnes en fait paralysées à contrôler des appareils externes ou des membres robotiques. Donc ça existe déjà. Mais voilà, c'est vraiment sur l'instant présent à l'aide d'une machine. Pour que le transfert de conscience devienne possible, il faudrait que des ICM en fait soient capables de lire et d'écrire des informations à une échelle beaucoup plus fine et précise, quoi. Actuellement, les interfaces cerveau-machine, en fait, sont limitées par la résolution des enregistrements neuronaux et la capacité, en fait, à interpréter les signaux complexes du cerveau, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout mesurer pour l'instant. Même les appareils les plus sophistiqués qu'on a sur Terre ne sont pas capables d'interpréter tous les signaux différents du cerveau. Donc il y a des avancées, bien sûr, dans la miniaturisation des électrodes, l'amélioration aussi des algorithmes de décodage et l'intégration de systèmes biocompatibles qui pourraient permettre de surmonter un petit peu tous ces obstacles qu'on pourrait avoir. Donc une ICM en fait qui est suffisamment avancée, elle pourrait théoriquement extraire l'ensemble des informations qui sont contenues dans un cerveau humain, les convertir dans un format numérique et puis les transférer dans un autre support. Bon, ça paraît simple comme ça, comme je le dis, mais c'est très compliqué. Ça soulève quand même des questions sur la fidélité de la reproduction de la conscience, si elle n'est pas corrompue, et aussi voir si le transfert il capture juste les données brutes ou s'il parvient vraiment à reproduire la complexité émergente de la conscience, et non pas de l'âme, comme je vous l'ai dit. Et c'est là que ça nous amène donc à parler d'informatique quantique et de puissance de calcul. Et c'est là qu'on va voir nos limites, de toute façon. Alors, bien sûr, l'informatique quantique, elle pourrait jouer donc un rôle qui serait vraiment crucial dans le transfert des consciences. Ça va offrir donc la puissance de calcul qui sera nécessaire donc pour simuler des processus neuronaux extrêmement complexes. Et contrairement aux ordinateurs classiques, en fait, qui traitent les informations sous forme de bits, donc 0 ou 1, eh bien, les ordinateurs quantiques, eux, ils utilisent des qubits. Et donc, qui peuvent en fait exister en fait dans plusieurs états simultanément,
grâce au phénomène de superposition quantique. Et ça permet en tout cas de réaliser des calculs beaucoup plus rapidement et de manière plus parallèle. Donc ça étend la forme de calcul. Dans le contexte du transfert de conscience, l'informatique quantique elle pourrait permettre de simuler en fait l'intégralité d'un cerveau humain en temps réel, en prenant en compte les innombrables interactions simultanées entre les neurones et la capacité en plus des ordinateurs quantiques à gérer donc les simulations complexes. Elle pourrait être donc cruciale et même nécessaire, je pense, pour modéliser en fait non seulement les aspects structurels du cerveau, mais aussi les dynamiques émergentes de la conscience. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interactions à prendre en compte, et pour prendre en compte toute cette complexité, toutes ces dynamiques qui émergent de cette conscience, eh bien c'est très difficile de la reproduire informatiquement ou numériquement. L'informatique quantique, elle est encore dans sa phase de développement, donc il va falloir probablement des décennies avant qu'elle ne devienne une technologie mature et accessible pour des applications aussi complexes que le transfert de conscience, mais nous sommes sur la bonne voie. Parlons un petit peu de neurobiologie et de génie génétique. Alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est très compliqué, mais ça vaut le coup quand même de survoler le sujet. Alors, concernant la compréhension approfondie du cerveau humain et de ses mécanismes de fonctionnement, on a compris que c'était essentiel pour réussir le transfert de conscience. La neurobiologie moderne, elle nous a permis de comprendre comment les réseaux de neurones y codent des informations, comment les souvenirs, en fait, ils se forment et se rappellent, et comment les émotions sont générées. Donc, pour l'instant, il reste encore beaucoup à découvrir sur les aspects subtils de la conscience humaine, tels que par exemple la subjectivité et puis même l'intuition, la subjectivité et l'intuition. Donc, le génie génétique, en particulier les technologies d'édition génomique, comme le CRISPR, il pourrait également jouer un rôle dans l'avenir de transfert de conscience, parce que en modifiant génétiquement les cellules cérébrales, il serait possible en fait d'améliorer leur performance et de les reprogrammer pour mieux interagir avec des dispositifs numériques. Donc par exemple, il y a des cellules neuronales qui seraient modifiées et qui pourraient être conçues pour se connecter plus efficacement à ces ICM, et qui donc du coup de facto ça facilite le processus de transfert de données entre le cerveau et la machine. Alors, ça nous amène bien sûr, quand je parle de tout ça, ça peut faire peur, mais ça nous amène bien sûr vers une convergence technologique. Et il faut que, pour que le transfert de conscience il devienne une réalité, il faudra prendre en compte la convergence de toutes ces technologies, l'intelligence artificielle, les interfaces cerveau-machine, l'informatique quantique et la neurobiologie. Elles devront être ensemble de manière harmonieuse, vous voyez, pour résoudre en fait ces innombrables défis techniques et scientifiques. Et chacune de ces technologies donc va apporter donc sa propre pièce en fait à ce puzzle qui est très grand. Mais quand on va les combiner, on pourra normalement réaliser ce qui semble aujourd'hui être de la science-fiction. Donc, un petit rappel sur ce point, les technologies nécessaires donc, au transfert de conscience, elles sont encore en développement. Elles sont déjà pensées, réfléchies, en maturation, mais avec les progrès rapides dans ces domaines, ça laisse quand même un petit peu entrevoir un avenir. Alors, on peut appeler ça un rêve ou un cauchemar pour certains d'entre vous, mais voilà, ça pourrait devenir réalité bientôt. Alors, bon, le chemin il reste quand même semé d'embûches, je pense que vous l'avez bien compris, il va falloir probablement plusieurs décennies, voire des siècles. Alors, je dirais plutôt plusieurs décennies, avant qu'on soit vraiment capable de transférer la conscience humaine dans un programme informatique. Alors, quand je dis plusieurs décennies, c'est on pourra déjà transférer une partie où on aura déjà compris comment le faire, quoi. Après, on n'aura juste pas les matériaux pour le faire, mais je pense que d'ici là, ça sera déjà possible, je pense. On en parlera d'ici 15 ans ou 20 ans, si vous êtes encore là sur YouTube. Allez, finissons l'épisode maintenant sur la section numéro 4, sur les processus hypothétiques de transfert. Donc c'est un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le détail, de toute façon on y va crescendo. Petit à petit, on rentre dans la complexité, et puis après on a toute la partie considération éthique et sociétale, et puis l'avenir de l'humanité. Donc on va faire un petit exposé ensemble après là pour voir un peu ce qui nous attend.
Alors, concernant le transfert de conscience, tel qu'envisagé dans la SF, c'est un processus qui va soulever donc des nombreux défis techniques, philosophiques et éthiques. Donc, pour comprendre comment un tel transfert pourrait théoriquement se dérouler, ou même bientôt, prochainement, il faut décomposer ce processus en plusieurs étapes qui sont vraiment clés. Il y en a chacune en fait d'entre elles, elle nécessite des avancées significatives dans les domaines de la neuroscience, de l'informatique, de la biotechnologie, de l'IA, etc. Et donc, la première étape, selon moi, d'après les recherches, c'est pas selon moi, mais c'est d'après les recherches que j'ai faites, vous me direz si je me trompe, mais c'est d'abord d'établir une cartographie complète du cerveau. Ça, pour moi, c'est le défi ultime pour l'instant, et c'est la première étape. Dans le transfert de conscience, donc ça consisterait en fait à cartographier avec précision le cerveau humain, avec des super ordinateurs quantiques, machin, une tâche vraiment colossale, qui est vraiment énorme à faire. Et donc le cerveau, donc c'est un réseau qui est extrêmement complexe, qui est composé de près de 86 milliards de neurones. Donc je pourrais peut-être regarder un petit peu ce que ça représente. Je regarderai dans l'épisode, au pire si je vous fais un petit topo après là-dessus, pour vous donner une ordre d'idée. Mais chacun des 86 milliards de neurones sont connectés à des milliers d'autres neurones, ou à des milliards d'autres neurones, via des synapses. Donc ce réseau en fait neuronal, il forme ce qu'on appelle le connectome. Donc c'est ce qui est fondamentalement en fait une carte, comme on peut dire, des connexions neuronales. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, si vous avez bien compris, les connexions neuronales et les synapses permettent en fait le transfert des informations. Donc de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on sent, de tout ce qu'on touche et tout ça. Et donc, ces connexions neuronales qui sous-entendent en fait nos pensées, nos souvenirs et notre identité, eh bien, on parle de connectome. Voilà. C'est ce qui cartographie en fait notre connexion neuronale de notre cerveau humain. Donc, pour cartographier en fait ce connectome à l'échelle nécessaire pour un transfert de conscience, il va falloir développer des technologies qui seraient capables de scanner en fait le cerveau, avec donc une précision nanométrique bien sûr. Les méthodes actuelles, donc telles que l'imagerie par résonance magnétique, vous savez les IRMF et aussi la microscopie électronique, elles sont pas encore suffisantes pour capturer cette complexité en temps réel, avec une échelle aussi fine que le demande le transfert de conscience. Mais il y a des techniques futures qui peuvent être basées sur la nanotechnologie et qui pourraient donc être nécessaires pour atteindre cette résolution, quoi. Mais je suis persuadé qu'on y arrive très prochainement. Parlons maintenant de l'étape numéro 2, c'est celle de la numérisation des données cérébrales. Comment on va faire pour numériser, scanner toutes ces données qui sont intégrées dans notre cerveau. Donc une fois le connectome cartographié, l'étape suivante, en fait, elle consisterait à numériser en fait ces données pour les transférer dans un format qui serait compréhensible pour l'hôte dans lequel on voudrait aller. Donc un ordinateur, une machine, un cyborg, ce que vous voulez. Donc ça impliquerait donc de convertir en fait les structures physiques des neurones et des synapses aussi en données, donc celles qui transitent les informations, en données numériques. Donc il faut les convertir, quoi. Et ça, c'est un processus qui pourrait nécessiter quand même je pense pas que ça existe encore les algorithmes comme ça, mais il faudrait des algorithmes de pointe qui seraient capables en fait de modéliser non seulement les connexions, mais aussi les dynamiques neuronales en temps réel. Il faudrait peut-être des traceurs, je sais pas comment faire. Je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Donc ce processus de numérisation, il va devoir également prendre en compte des aspects biochimiques du cerveau. Les neurotransmetteurs, par exemple, c'est des flux ioniques et d'autres facteurs moléculaires qui jouent un rôle en fait dans la manière dont les neurones ils communiquent entre eux. Donc il y a plusieurs signatures chimiques, on va dire, et donc c'est ça qui nous indique un petit peu quel type d'information on peut transmettre entre chaque neurone. Donc, une simple cartographie structurelle, en fait, je pense que vous avez compris, ça suffira pas. Il va falloir également aussi la modéliser et modéliser aussi les processus biochimiques pour vraiment reproduire fidèlement la conscience. Vous savez, la conscience. Pas l'âme, je parle pas de l'âme, je parle de la conscience. Donc voilà, c'est très compliqué de mettre en place un système, un programme comme ça. Mais si on a réussi tout ça,
ça nous amène à l'étape numéro 3. Et donc ça nous parle de simulation de la conscience. Parce qu'une fois qu'on a numérisé le cerveau, il va falloir créer en fait une simulation de la conscience, donc qui est basée sur ces données. Donc ça va nécessiter donc une puissance de calcul immense, je pense que vous en doutez, qui est potentiellement au-delà des capacités des ordinateurs actuels, quoique il y en a quelques-uns qui font des pétaflops de données, donc je pense que ceux-ci seraient peut-être capables de se rapprocher de ce point de cette étape-là, mais on n'y est pas encore. Il va nous falloir de toute façon l'informatique quantique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir de toute façon ces ordinateurs quantiques pour offrir une solution qui permettra en fait de simuler des processus vraiment très complexes de manière parallèle sur la cartographie du cerveau humain. Donc cette simulation, elle consistera pas simplement à reproduire donc les connexions neuronales, elle va pas faire que ça. Elle va aussi modéliser en fait les processus dynamiques qui vont générer la conscience. Donc on verra tout un tas de couches différentes sur ces vidéos, sur ces simulations qui nous montreront en fait différentes informations qui nous montreront comment le cerveau en fait il interagit avec les informations qu'il acquiert avec le temps ou sur le moment présent. Et comment en fait avec le temps il évolue, il réagit, il stocke la mémoire, il stocke les informations, comment il fait le tri, tout ça. Donc ça on pourra mettre des filtres bientôt, un peu comme des filtres de lumière, vous savez, pour capter tout un tas de spectres différents. Et bien là on pourra faire la même chose avec le cerveau. Donc ça va inclure donc des éléments tels que la perception sensorielle, la mémoire, l'émotion et peut-être même l'intuition. Et donc le défi, c'est de créer donc justement un modèle suffisamment complexe pour capturer l'essence de la conscience humaine, et tout en assurant en fait que cette simulation, elle est suffisamment stable en fait pour maintenir une continuité d'expérience. Parce que dès lors que l'hôte a reçu en fait cette conscience qui a été transférée, eh bien, je suppose qu'il va y avoir des mises à jour où il y a des interactions avec l'environnement quantique qui n'ira pas. Il y aura certainement des modifications qu'il faudra faire tout au long du temps pour que la conscience soit bien transférée ou qu'elle soit continuellement mise à jour. Puisque peut-être que, à force de faire ça, parce que imaginez par exemple une personne qui transfère sa conscience dans un hôte et que cet hôte transfère sa conscience dans un autre hôte. Et bien, du coup, ça pourrait vraiment permettre en fait une continuité en fait de cette conscience, mais sur des milliers d'années, vous comprenez que ça pourrait engendrer aussi des problèmes psychologiques, numériques, informatiques. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais là aussi, il faudrait que je fasse des recherches. Mais vous voyez que c'est quand même très complexe. Allez, sur l'étape numéro 4 maintenant, on va parler d'interface avec le support artificiel, donc celui qu'on aura créé pour être notre hôte. Parce qu'une fois que la conscience elle est simulée, l'étape suivante, ça serait donc de l'héberger dans un support artificiel. Et ce support, en fait, il pourrait prendre donc différentes formes selon les objectifs du transfert. Ça pourrait être effectivement un ordinateur, ça pourrait être un réseau de neurones artificiels ou même un corps robotique. Mais l'idée, en fait, c'est de permettre à cette conscience simulée de continuer en fait à interagir avec son environnement et d'agir de manière autonome en fait, et potentiellement même de percevoir elle-même en fait comme étant de se percevoir étant elle-même vivante en fait. Et ça c'est vraiment impressionnant en fait quand on y réfléchit un peu. On pourrait se dire que ça pourrait mener très loin et c'est pas mal de se poser la question. Donc l'interface entre la conscience simulée et son nouveau support, en fait, il doit être soigneusement conçu pour permettre donc une continuité d'expérience. Parce que, par exemple, si la conscience est transférée d'un corps robotique, ce corps, en fait, il devra être équipé de capteurs sensoriels qui seront capables de reproduire les expériences sensorielles humaines, telles que la vision, l'audition, le toucher, etc. Et aussi, il faudra que cette interface elle soit suffisamment flexible pour permettre en fait à la conscience simulée de s'adapter en fait à son nouveau support, que ce soit un environnement virtuel ou un corps physique, quoi. Donc il va falloir qu'elle s'adapte à son nouvel environnement physique ou numérique. L'étape numéro 5, elle nous amène au test de continuité et de validation. Parce que ça, c'est très important pour essayer de vérifier si effectivement
si le transfert a bien été fait. Et ça va se vérifier sur des longues années au début, sur de longues années, ou peut-être même des décennies, pour voir un petit peu s'il y a des défaillances. Je pourrais faire aussi un parallèle sur, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, quand vous transférez votre conscience d'hôte à hôte, au bout d'un moment, en fait, vous avez une partie de votre humanité ou de votre âme, comme j'aime l'appeler, qui disparaît en fait petit à petit, qui se dissipe. Et donc, du coup, vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 500 ans ou 600 ans. Vous êtes complètement différent et vous avez donc une approche différente de la vie et vous la voyez différemment. Donc, quand on rentre un petit peu dans ce domaine-là de réflexion, on peut quand même se poser ce genre de questions. On pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment éthique de faire ce genre de choses? Parce qu'effectivement, la finalité, c'est si on veut vivre, en fait, si on veut être immortel, eh bien, on perdra une partie de notre âme. Et donc, ça ne sera plus nous. Ça sera forcément une autre personne. Ça ne sera pas nous. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est comme ça. Alors, continuons un petit peu maintenant sur le test de continuité et de validation. Alors, une fois la conscience transférée, donc il serait crucial en fait de tester cette continuité de l'expérience. Et donc, ça signifie de s'assurer que la conscience qui est simulée, elle perçoit en fait la même continuité d'identité que celle qu'elle avait avant le transfert. Et donc, ce test, il est complexe parce qu'il implique de vérifier comment les souvenirs, les émotions, la personnalité restent intactes, vous voyez, et que les entités en fait, que l'entité en fait de l'âme et de la conscience soit vraiment transférée et qu'elle soit reconnue comme étant la même personne qu'avant le transfert. J'espère que vous m'avez bien compris, mais je pense que je m'explique plutôt bien pour l'instant. Donc ça soulève quand même des questions philosophiques qui sont très profondes, forcément. Si une conscience transférée, comme je vous l'ai dit, affirme qu'elle est la même personne, comment comment peut-on être certain en fait que c'est la même personne? Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est une copie? Est-ce que c'est suffisant que l'entité transférée croit que c'est la même personne? Ou est-ce qu'il y a des critères en fait plus objectifs pour la déterminer et essayer de décrire plus précisément sa conscience et elle va évoluer avec le temps? Et donc ces questions-là, elles sont très importantes et très énigmatiques, je pourrais dire. Et ça reste largement ouvert en fait dans les discussions en ce moment. Moi-même quand j'en parle, il n'y a pas grand monde qui a une idée précise là-dessus. On a besoin d'avoir un petit peu plus de compréhension et de connaissances. Allez, continuons sur l'étape numéro 6, la maintenance et la mise à jour de la conscience qu'on a simulée bien sûr. Alors du coup, on va essayer de conclure avec cette étape numéro 6, avec une conclusion avant de finir l'épisode. Il était un peu plus long que d'habitude, mais de toute façon, je vous avais prévenu, les épisodes vont être de plus en plus complexes. Donc une fois que le transfert il va être réussi, la conscience donc, qui est simulée, elle va nécessiter donc probablement, je pense, une maintenance continue avec des mises à jour pour garantir en fait sa stabilité puis son intégrité en fait à long terme. Donc tout programme informatique a besoin d'une mise à jour, d'un upgrade. Donc une conscience qui est simulée, elle pourrait être sujette en fait à des erreurs ou des corruptions de données ou des dégradations dues à des failles dans le système de support. Voilà. Et donc quand on parle effectivement de maintenance, ça pourrait effectivement impliquer la réparation en fait des connexions neuronales numériques, la gestion aussi des émotions entre guillemets ou des processus cognitifs erronés, et puis aussi la mise à jour du système pour s'adapter en fait aux nouvelles conditions environnementales. Dans le cas en fait d'une conscience transférée dans un corps robotique, eh bien cela pourrait également inclure la réparation ou le remplacement des composants physiques. De plus aussi, je pourrais dire que il pourrait être nécessaire de mettre à jour la conscience simulée en fonction en fait de nouveaux apprentissages ou de nouvelles expériences. Donc ça pose aussi encore et encore une fois une autre série de questions sur l'identité, une conscience qui subit en fait des mises à jour et puis des changements constants. Et est-ce qu'elle est toujours en fait la même personne après, ou est-ce qu'elle évolue vers quelque chose de fondamentalement différent, quoi. Donc vous voyez, ça fait penser, ça fait réfléchir, mais c'est très important de se poser la question. Donc, par rapport à cette section 3 et 4, les processus ou le processus hypothétique de transfert de conscience,
Déjà, c'est une tâche qui est colossale et ça nécessite des avancées majeures dans la compréhension scientifique de la conscience et puis aussi des technologies de numérisation et de simulation. Et je pourrais même rajouter aussi les interfaces cerveau-machine, les ICM. Donc chacune des étapes en fait qui sont décrites ici, que je vous ai déjà décrites, elles présentent des défis donc significatifs, tant techniques que philosophiques, et leur réalisation est encore très loin, très très loin d'être en application, quoi, en réelle application. Bon, déjà la recherche dans ces domaines, elle progresse rapidement, et même si le transfert en fait de conscience, il semble toujours être de la science-fiction pour l'instant, c'est pas encore possible, voilà, mais il n'est pas impossible quand même que des versions plus simples ou partielles de ce processus en fait deviennent réalisables dans un avenir plus proche. Et, euh, et ces progrès en fait, ils pourraient donc transformer en fait notre compréhension de la vie, de la mort, de l'identité, et ça offrira forcément des nouvelles possibilités pour l'humanité, tout en soulevant des questions éthiques profondes auxquelles il faudra répondre par la suite, de toute façon. Voilà, pour ce deuxième épisode, en tout cas, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Et vous allez voir que pour la suite, ça va être pas mal aussi. On parlera pour le prochain épisode de réincarnation technologique, des corps et des environnements virtuels. On parlera aussi des considérations éthiques et sociétales, et on essaiera de faire une conclusion de l'avenir de l'humanité et au-delà. Il y a une petite surprise après par la suite, à la fin de ces épisodes, je vous en parlerai plus tard. On verra. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.